Toute l'équipe de Yata tient à remercier ses partenaires, Kiun, Tonkam, Kurokawa et Taifu, et un grand merci à Japan FM, Total Manga et le Journal du Japon pour leur soutien sans faille. Bonjour à tous. Bien que vous ayez écouté le petit générique habituel de Yata, ce n'est pas aujourd'hui un épisode habituel puisque je suis tout seul. Non, merci, ne partez pas. Je vais essayer à ce que ce soit intéressant, même sans l'humour très raffiné de mes collègues. Oui, je sais, ça va vous manquer à vous aussi. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore deviné, donc je suis Misaki ou Alexis, en fonction de là du média par lequel vous êtes amené à écouter ce petit podcast. Et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est un petit projet que j'ai eu l'idée en parlant avec plusieurs personnes, que je vais essayer de mettre, de mener à bien à terme. Donc en fait, ceux qui me suivent un peu depuis quelques temps, vous savez que je pars assez régulièrement au Japon. D'habitude, je fais une couverture seulement, on va dire, textuelle et photo sur mon blog perso. Donc qui est roadtojapan.fr, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et donc cette année, j'ai eu l'idée, via Yata, de proposer aussi souvent que possible donc des sortes de speed chroniques audio. Donc voilà. Donc bon, la vidéo n'est pas encore là, ce sera tout simplement impossible. Il y a un peu trop de montage à faire, mais bon voilà. Si j'ai 2-3 assistantes qui veulent m'aider, pourquoi pas un jour. Donc voilà, en tout cas le but de ce premier podcast, on va dire pilote, c'est de vous présenter un peu le concept que j'aimerais mettre en place, et puis à quoi vous attendre durant ces prochaines semaines. Donc en fait je vais faire en sorte de faire un peu du cross-blogging, c'est-à-dire que il va y avoir des billets un peu liés sur les deux blogs, donc à la fois sur mon blog perso, donc roadtojapan.fr, donc ROAD, le chiffre 2, et Japan, JAPAN.fr. Donc là, comme tous les ans, ça va être des billets écrits avec on va dire, les photos marquantes de la journée, donc avec un rythme journalier. Donc je l'avais déjà tenté et réussi l'année dernière. C'est assez fatigant, mais j'avais réussi. Donc voilà, donc ça, le but c'était de ne pas faire des longs articles, de toute manière j'aurais pas le temps, mais au moins de faire de faire quelques photos. On va dire. Au début j'étais parti sur une photo, mais et de toute manière il y a toujours beaucoup de photos intéressantes à mettre, donc on va dire entre 5 et 10. J'essaie de pas dépasser 10 photos du jour intéressantes avec des légendes assez courtes, voilà, pour vous tenir au courant un peu et vous montrer surtout les paysages magnifiques ou autre chose intéressante de la journée. Et donc cette année, parallèlement à ce petit billet sur mon blog, je vais essayer de faire un billet sur Yata qui vous proposera donc du coup une petite speed chronique de la journée ou de plusieurs journées, si effectivement j'ai pas le temps de le faire tous les jours. Là j'ai du mal un peu à me rendre compte de combien de temps ça va me prendre tout ça. Voilà, donc je préfère pas que vous preniez que vous ayez de faux espoirs. Donc je vais essayer de faire ça le plus souvent possible, mais on sait jamais. Voilà. Donc en tout cas de vous proposer parallèlement aux photos donc une petite speed chronique qui sera voilà, donc speed chronique comme son nom l'indique, qui sera assez courte. Ce sera pas un dossier culture de 1 heure, 1 heure et demie. Ce sera effectivement on va dire une durée totale de pas dépasser les 20 minutes, avec qui sera décomposée en plusieurs parties, on va dire les impressions on va dire, personnelles de la journée, les anecdotes, etc., entre 5 et 10 minutes, et une sorte on va dire, de mini dossier journalistique entre guillemets, de 5 à 10 minutes aussi, où je vous présenterai un thème, une ville, etc. Donc pour enrichir un peu votre culture personnelle. Donc voilà, donc le tout bon là voilà, ça reste de la théorie pour l'instant, mais donc le tout ça devrait pas dépasser les 20 minutes aussi souvent que possible.
Et donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires, que ce soit sur le blog Road to Japan ou sur le blog Yata, pour un peu dire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas, si vous aimeriez que je parle d'un sujet en particulier, ou si voilà, s'il y a des trucs qui vous fâchent sur le format. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, là je vais vous présenter un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochaines semaines. Donc pour ceux qui le savent pas ou qui ont pas vu l'info, donc en fait là je pars cette fois-ci donc le 25 août, c'est ça, donc dans une semaine à l'heure où j'enregistre. Donc c'est mon 5e voyage au Japon, et là je pars un mois, pour une durée d'un mois. Donc vu que c'est une durée un peu plus longue, on va en profiter donc pour prendre ce qu'on appelle un JR Pass. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de Yata. Donc qu'est-ce que c'est un JR Pass? Bon, je pense que je ferai un sujet un peu plus long à un moment donné, mais on va dire tout simplement que c'est une sorte de carte SNCF illimitée, et qui vous permet, voilà, donc une fois qu'on a acheté ce pass-là, d'utiliser les transports japonais, enfin de la compagnie JR, donc Japan Rail, illimité. Donc ça vaut aussi bien pour les trains locaux ou semi-locaux, mais ce qui est surtout intéressant, c'est pour les Shinkansen, donc les TGV japonais, qui eux coûtent vraiment une fortune si on n'a pas ce petit pass. Et voilà, tout simplement, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'en général, c'est quand on prend un pass de une semaine, c'est rentabilisé après un aller-retour Tokyo-Kyoto. Autant dire que c'est très intéressant, voire quasiment tout le temps intéressant, à partir du moment où on sort de Tokyo. Voilà, donc là, cette fois-ci, je vais prendre un JR-Pass de 2 semaines. 2 semaines, donc 14 jours pour être précis, parce que c'est vraiment très important là-dessus. Et donc en 14 jours, je vais avoir le temps de faire plein de nouvelles villes que je connais pas encore, hein, sauf Kyoto. Donc là on va repasser par Kyoto pour voir certains amis. Donc voilà, donc je vais vous citer un peu les villes. Donc il y aura notamment Fukuoka, Nagasaki, Beppu, Kumamoto, Kurokawa, le Mont Aso, Kagoshima, Sakurajima. J'en oublie d'autres. Il y a aussi Nagano, Yamanouchi, Nagoya. Donc voilà, si vous comptez bien, ça fait à peu près 12-13 villes en 14 jours. Autant dire que ça va pas être 2 semaines très reposantes. Voilà, donc c'est limite presque, on va dire, une ville par jour. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de temps de non plus de rester sur les villes. Il y a juste sur Beppu et sur Kyoto, il me semble, voilà. Sur Kyoto, je reste 2 jours à chaque fois. Mais voilà. Et Kagoshima, mais bon, Kagoshima, c'est lié à Sakurajima. Voilà. En général, donc, c'est une ville par jour, et donc, je vais essayer d'en voir le maximum possible, pour, tout simplement, pour profiter au maximum de ce JR-Pass et de découvrir de nouvelles choses, le plus possible. Donc, si vous regardez le billet sur le blog, donc Road to Japan en même temps, vous pouvez voir que, effectivement, la plupart des civils sont regroupés sur une île qui s'appelle l'île de Kyushu, qui est une des 4 îles principales du Japon, donc avec Honshu, Hokkaido et Shikoku. Donc c'est une île que je connais pas encore, donc je vais pouvoir la visiter cette année, à découvrir cette année, et puis du coup en faire un petit tour assez, non, je vais pas dire complet parce qu'il y a toujours plein de trucs à voir, mais assez exhaustif, pas exhaustif non plus, on va dire le plus possible que je puisse faire en un temps assez limité. Voilà, donc pendant justement cette durée de 14 jours, le sujet de la speed chronique, ça sera assez simple, hein, ce sera de vous parler de la ville que j'aurais pu visiter pendant la journée, donc avec les choses à voir, un peu d'historique sur la ville, où elle est placée, etc., les anecdotes, tout ce qui peut être intéressant à vous raconter. Et donc sur les 2 semaines restantes, donc en fait au final c'est plus une semaine au début et une semaine à la fin, je vais rester sur Tokyo, effectivement, parce que comme je le dis effectivement aussi sur mon blog, un voyage au Japon sans passer par Tokyo, pardon, c'est un peu c'est inconcevable, tout simplement parce que sur Tokyo, même si c'est ma 5e fois, il y a toujours énormément de trucs à faire, et toujours énormément d'amis à voir, puisque la plupart des contacts que j'ai sur place se trouvent à Tokyo. Donc c'est toujours l'occasion de les revoir chaque année, de se faire des petits restos à thème, des petits karaokés, etc., etc.
Donc effectivement, vous pouvez me demander, c'est la 5e fois, est-ce qu'il y a quand même des trucs nouveaux à voir, ou est-ce que tu vas te faire chier pendant 2 semaines à errer à droite à gauche? Et ben oui, il y a toujours plein de trucs nouveaux à découvrir. Donc cette année, par exemple, je vous donne un petit aperçu, j'ai prévu d'aller voir un match d'un tournoi de sumo. Il faut savoir que les tournois de sumo, c'est assez compliqué à les voir, parce qu'il faut être dans le bon timing, tout simplement. Il n'y en a pas toute l'année. Je crois qu'en tout cas sur Tokyo, il n'y en a que 3 mois dans l'année. Et donc à chaque fois que j'étais parti, c'était pas le bon moment. Donc là, en septembre, il y a un grand tournoi qui se passe donc à Tokyo, et donc je vais en profiter pour aller voir un match. Voilà, plusieurs combats, parce que ça s'étale sur si on achète un billet sur une journée, on va pouvoir voir plusieurs rencontres. Donc ça, c'est un premier point. Pouvoir voir aussi un match de J-League. Donc ceux qui connaissent pas, c'est la sorte de Ligue 1, donc la ligue de football professionnelle du Japon. Voilà, pour aller voir le FC Tokyo, donc du coup qui va jouer contre le Yokohama. Donc si tout se passe bien, ça va être le samedi 1er septembre. Donc pour voir un peu la différence d'ambiance par rapport à nos stades français. Donc j'avais déjà eu un petit aperçu quand j'étais allé voir un match de baseball au Tokyo Dome. Et laissez-moi vous dire que l'ambiance n'était pas du tout pareille qu'en France en tout cas. Et ça m'avait beaucoup surpris à l'époque en tout cas. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu de quelques événements. Effectivement, j'ai essayé de découvrir d'autres bars, restaurants à thème comme les Japonais savent les faire, notamment l'Alcatraz Café ou par exemple l'Absolute Ice Bar qui me tente bien. Donc je vais aller visiter, en tout cas je vais aller découvrir tout ça et voir si ça vaut le coup en tout cas de vous les recommander. Il y a un autre truc maintenant qui est devenu assez légendaire depuis quelques mois, qui va bientôt, en tout cas pour l'instant c'est dans le Guinness Record, puisque c'est la plus haute tour du monde à l'heure actuelle, qui est tout simplement la Tokyo Skytree, qui a été ouverte donc au public depuis le mois de mai 2012. Donc c'était pas encore ouvert lors de mon dernier voyage. Donc là, autant vous dire qu'un panorama de Tokyo à 634 mètres, ça peut valoir le coup d'œil. Donc en tout cas ça, je pense que pour tous les touristes jusqu'à présent, c'était le premier truc, en tout cas un des trucs les plus connus, c'était la Tokyo Tower, qui est la copine de Tour Eiffel. Donc maintenant ça va être sûrement la Tokyo Skytree, donc à visiter et voir quelles sensations on a de tout là-haut. D'autres trucs vraiment intéressants, donc j'ai réussi par l'intermédiaire d'amis à rentrer en contact avec une mangaka. Donc je vous tairai le nom pour l'instant, et que donc je vais pouvoir faire son interview dans son école de manga, puisqu'elle possède aussi en plus donc de dessiner des mangas, elle possède une école de manga avec des vrais élèves et tout ça, donc de faire la visite de l'école, un petit reportage sur ça, une petite interview, et donc cette mangaka, je précise, je vous donne un petit indice, elle n'est pas encore publiée en France justement, et donc elle était très intéressée par justement cette médiatisation qu'on pourrait lui apporter, enfin médiatisation toute relative en tout cas. Nous ne sommes que le podcast Yata, attention. Mais voilà, donc ça l'intéressait d'avoir une petite fenêtre médiatique en France. Donc il y a ça, et en tout cas le gros événement des derniers jours sur Tokyo, ça va être le Tokyo Game Show. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des 4 plus gros salons annuels sur le jeu vidéo, avec le 3, la Gamescom et peut-être Paris Games Week si ça se développe un peu plus. Donc là le Tokyo Game Show, c'est toujours un grand rendez-vous annuel, et donc cette année je vais pouvoir y aller sur les jours business. Donc voilà comment ça fonctionne, contrairement à d'autres salons. Donc les jours business, il y a 2 jours business et 2 jours publics. Donc en fait les jours business, comme son nom l'indique, il n'y a pas le public, et donc c'est tout simplement beaucoup plus simple il y a moins de queue, aussi bien à l'entrée que pour tester les jeux vidéo. Donc ce sera beaucoup plus simple. J'ai plusieurs amis qui sont allés sur les jours publics, et c'était à coup de 1h30, 2h pour tester un jeu vidéo. Donc autant dire que c'est vraiment, il faut vraiment faire une sélection. Là je pense que ça va être un peu plus simple, même s'il y a quand même beaucoup de journalistes et de professionnels qui sont là pendant les jours business. Voilà, donc voir aussi s'il y a certaines conférences qui peuvent être intéressantes.
Et voilà, et je vous ferai bien entendu un petit compte rendu de tout ça. Après voilà, moi je vais pas tout vous dire, mais il y a d'autres trucs vraiment intéressants. Il y a des nouveaux parcs thématiques qui ont ouvert, comme le Gundam from Tokyo, ceux qui sont intéressés par la série. Après voilà, je vais retourner à certains classiques comme le Fuji Q Island, avec avec une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle un certain Getsuya du podcast Senicast. J'ai aussi rencontré Nonia là, de Japan FM qui est sur place depuis plusieurs mois. Donc voilà, donc plein de trucs intéressants. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à faire des retours. En tout cas, voilà, moi c'est un voyage que je prépare depuis assez longtemps puisque ça demande beaucoup de préparation en fait un voyage au Japon quand on part par soi-même, ne serait-ce que pour préparer les 2 semaines où il y a le JR-Pass, se renseigner sur chacune des destinations, les trajets, les prix, etc., etc., etc. Donc je vous renvoie si vous êtes intéressé par partir au Japon dans les mois ou les années à venir, dans le podcast Yata numéro 7, donc ça remonte quand même à 2 ans à peu près, je crois 1 an et demi, donc le podcast numéro 7 où j'avais fait justement un petit dossier sur comment préparer son voyage au Japon. Donc je pense que il y a pas mal de trucs assez utiles, d'astuces ou même de renseignements importants à connaître que j'avais parlé dans ce numéro justement. Alors je fais juste une petite mise à jour sur certains trucs qui sont passés justement en 2 ans et sur certains petits conseils que j'ai eu depuis. Donc au niveau des avions, jusqu'à présent j'avais tout le temps fait des vols directs. C'est vrai que c'est un confort assez non négligeable on va dire, puisque c'est quand même un vol direct, c'est quand même 11h30. Donc on est quand même assez fatigué au bout des 11h30. Donc ne pas ajouter à ça le stress d'un changement, surtout quand on attend plusieurs heures dans un aéroport inconnu où on n'a rien d'autre à faire que de poireauter. Mais voilà, cette année, j'ai quand même tenté de faire une escale, mais on va dire que c'est une semi-escale puisque c'est vraiment très rapide. Donc là, je pars avec British Airways cette année, donc c'est assez nouveau pour moi. J'ai jamais testé cette compagnie. Je vous dirai ce que ça vaut. Et donc en fait, je fais un vol Paris-Londres. Et moins d'une heure après, on va dire 45 minutes après, il me semble, je fais le Londres-Tokyo. Donc autant dire que Londres-Tokyo, c'est comme si c'était un vol direct, puisque ça doit être aussi long, quasiment aussi long qu'un Paris-Tokyo. Donc voilà, donc là il n'y aura pas non plus le système, enfin parce que certains coupent avec par exemple un Paris, il s'arrête en Russie ou en Corée ou je sais où, et donc là ça fait une plus grosse coupure, il me semble, un peu plus fatigante. Voilà. Donc ensuite au niveau des aéroports, maintenant il y a plus en plus de vols qui proposent de faire atterrir Haneda. C'est vrai que avant c'était beaucoup plus Narita exclusivement. Après ça dépend où est-ce que vous allez ensuite, mais moi je recommande quand même. C'est vrai que Haneda c'est quand même mieux, notamment parce que c'est plus près du centre de Tokyo et c'est moins cher en transport. C'est minimum pour Narita, c'est minimum 45 minutes il me semble, et ça vous coûtera plusieurs milliers de yens quand même, alors que de Haneda c'est en gros pour récupérer Yamanote, la ligne principale circulaire de Tokyo, il y en a pour à peu près 20 minutes. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus près et beaucoup moins cher, donc ça vaut le coup. Mais après, encore une fois, ça dépend où est-ce qu'est situé votre hôtel. D'ailleurs, en parlant des hôtels, petit conseil, jusqu'à présent, moi j'étais un peu niais, on va dire peut-être. Je passais directement par le site officiel des hôtels. J'étais persuadé que c'était beaucoup plus simple, qu'il y avait plus de chances d'avoir de bonnes réductions, etc. Et ben en fait, j'étais pas du tout dans le vrai, puisque j'ai découvert un site grâce au site. D'ailleurs, je le remercie, le site Campai. Donc j'ai découvert le site, une sorte d'agrégateur d'hôtels, on va dire, qui s'appelle hotel.com tout simplement, donc HOTELS.com, qui appartient au groupe Expedia il me semble. Ils font de la pub à la télé, je pense que vous les connaissez peut-être déjà. Là où c'est vachement intéressant, c'est tout simplement au niveau du prix. Une petite astuce, en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez assez régulièrement des codes promotionnels. Donc moi je l'ai fait, je me suis inscrit à une newsletter, une semaine après j'avais mon petit code de 10%. Donc, et ce qui est bien sur ce site, c'est que vous pouvez cumuler les promotions. Alors, pour
prendre un exemple. Moi, j'avais mon petit code de 10%. Ensuite, je suis tombé pendant une période exceptionnelle où ils proposaient certains hôtels à 50%. Et ensuite, vous pouvez aussi cumuler avec les promotions des hôtels en eux-mêmes qui proposent, par exemple, si vous restez 2 nuits ou 6 nuits, par exemple, on vous fait moins 40%. Donc, essayez de commencer à réfléchir de 10%, plus 50%, plus 30%, etc., etc. Et ben, ça vous fait des prix d'hôtel vraiment, vraiment, vraiment pas chers par rapport à ce que vous aurez payé si vous étiez passé directement par le site de l'hôtel. Donc ça c'est intéressant, puis aussi le fait que en agrégeant toutes vos nuits d'hôtel sur le même site, peu importe ensuite la chaîne d'hôtel que vous choisissez, c'est plus simple sur la gestion et ensuite vous avez des bonus fidélité qui peuvent être intéressants au bout de plusieurs nuits. Donc pour tout ça, je vous conseille fortement hotel.com. Après, ils n'ont pas tout parce que par exemple, sur les ryokan, donc les sortes d'auberges traditionnelles, ils ont pas un choix énorme, ils ont quasiment rien, on va dire. Et donc là, par exemple, sur 2 localités où je suis en ryokan, j'ai dû passer par le site, on va dire, direct des ryokan. Voilà. Pareil pour les locations, si vous voulez une location d'appartement. Et ben là, pareil, j'en ai pas vu sur leur site, mais moi je suis passé par le site direct de la location d'appartement et ça m'est pas revenu beaucoup plus cher. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller faire un coup d'œil. Dernier point sur lequel pour la préparation et qui est très important, c'est le change. Donc pour changer, c'est euros en yens. Donc malgré le fait que je le répète assez souvent sur Twitter, sur Facebook, partout, il y a encore des gens qui se font avoir, n'est-ce pas Getsuya, je le répète sans arrêt, ne changez jamais votre argent à l'aéroport. Et il y a encore des gens qui changent à l'aéroport. Pour vous donner un exemple, donc là, il faut savoir qu'on est comme dans une période assez compliquée pour les étrangers qui vont au Japon, puisqu'on est sur un taux euro-yen qui est au plus bas depuis plus de 12 ans. Donc, depuis 12 ans. On est à peu près, là on va dire aujourd'hui, donc 17 août 2012, on est 1 euro égale à peu près 97 yens. Ce qui est très 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 bas. Pour info, pour rappel, quand je suis parti en 2008, c'était 1 euro égale 175 yens. Donc c'est presque le double, ou presque la moitié, peu importe, en fonction de là où on se place. Donc là, c'est vraiment pas la bonne période pour partir au Japon. Mais malgré tout, il y a quand même des astuces à savoir. Donc d'une, ne jamais changer à l'aéroport. Alors, si malgré tout vous êtes obligé de changer à l'aéroport parce que vous n'avez pas changé avant et puis il vous faut quelques yens pour quand vous arrivez au Japon, je vous recommande de changer quand même plus à l'aéroport japonais, donc que ce soit Narita ou Haneda, qui ont tendance à proposer de meilleurs taux que cause escroc de Roissy. Fin de la parenthèse. Après, je vous déconseille aussi de retirer en carte bleue sur place au Japon, parce que vous paierez double pénalité, puisque vous aurez les pénalités de votre carte bleue du fait de retirer à l'étranger, puis en plus, après vous aurez le taux désastreux de votre banque. Voilà, donc deuxième conseil aussi, même si vous êtes en France, n'allez pas à votre banque pour changer des yens. C'est un taux aussi, une aussi grosse arnaque que Roissy, ça je vous le dis direct. Donc dans le podcast Yata 7, j'avais proposé 2 sites qui sont ccopera.com et c'était lequel déjà, yetchange.com, voilà, qui ont l'avantage donc de pouvoir convenir à toute personne, peu importe où vous habitez, puisqu'ils font de la livraison à domicile. Donc c'est-à-dire vous faites un virement ou vous faites un chèque et après ils vous envoient par pli sécurisé vos yens et qui ont un taux assez bon. YesChange, c'est quand même mieux que CC Opera quand même. Mais le must pour les Parisiens en tout cas, ou alors ceux qui ont la chance d'arriver sur Paris peut-être un jour avant leur départ au Japon, c'est un site la boutique s'appelle Or Échange et vous pouvez aller voir leur boutique et leur taux sur orechange.com, tout attaché. Et là, je peux vous dire que c'est, en tout cas, j'ai quand même fait assez de recherches là-dessus. C'est les taux les meilleurs du marché, mais tout simplement, parfois, c'est même limite
aussi bien que le taux de la bourse, voire même mieux, en fonction de leur taux de rafraîchissement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est en général, pour faire une moyenne, si vous avez il y a 1 yen d'écart avec le taux de la bourse. Par exemple, si la bourse c'est 1 euro pour 97 yens, vous aurez 1 euro égale 96 yens à peu près chez hors échange, ce qui est quand même assez excellent. Et n'oubliez pas que donc là vous dites oui bon 1 yen hein, c'est que dalle, mais par exemple moi bon là je pars à moi et puis je change beaucoup puisqu'on est 2 personnes aussi sur le voyage. Je vais changer à peu près un peu plus de 4500 euros quand même. Donc vous multipliez 4500 euros par la perte de ce que vous pouvez avoir si vous changez à l'aéroport ou dans un autre bureau de change. Et là, vous allez voir que ça se compte par milliers, voire dizaines de milliers de yens de différence, ce qui peut faire assez la différence une fois sur place. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, essayez de suivre mes conseils. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce pilote qui est quand même assez long. Je sais pas à combien j'en suis, hein, pour tout vous dire, j'ai pas mis le chronomètre en route, mais ce sera beaucoup plus court pour les épisodes suivants, puisque quand je serai au Japon, j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer à cette chronique. Et puis de toute manière, j'aurai peut-être moins de choses à dire si j'en fais une tous les jours. Donc là, c'était vraiment pour mettre les choses en place, pour vous parler justement de ce format de chronique, pour vous présenter un peu mon programme pendant un mois, et pour vous donner quelques petits conseils sur la préparation d'un voyage au Japon. Donc je vais terminer par vous dire donc où est-ce que vous pouvez retrouver tout ça encore une fois. Donc les chroniques, les billets écrits avec quelques descriptions plus les photos du jour seront à retrouver sur mon blog personnel donc roadtojapan.fr. Et les chroniques audio seront à retrouver sur le blog du podcast Yata, donc qui est yatacast.fr, donc YA2TACAST.fr. Et de toute manière, si vous me suivez sur Twitter, donc Misaki94, MISAKI94, vous aurez à chaque fois les liens en fin de journée, enfin en fin de journée pour moi, donc vous ce sera en plein milieu de journée, je pense, avec les deux liens vers les 2 articles. Sachant que même, et là je donne un petit conseil, mais si vous me suivez sur Twitter, vous aurez un petit bonus, puisque cette année en fait j'aurai du data illimité en fait pendant mon mois au Japon, donc du data illimité sur mon iPhone, et donc tout simplement je pourrais prendre des photos avec l'appareil photo de Twitter et tweeter en direct sur des choses qui ne se retrouveront pas forcément sur le blog. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et vous aurez toutes les infos nécessaires et puis peut-être d'autres trucs intéressants. Voilà, je vais clôturer enfin cet épisode pilote. N'hésitez pas à laisser vos avis pour dire ce que vous en pensez sur les 2 blogs, que ce soit roadtojapan.fr ou yatacast.fr. Voilà, salut à tous, à la prochaine.